Alors bonjour, petite vidéo pour expliquer comment travailler avec Psychoslab et Metanet. Alors tout ce que je vais expliquer se trouve sur le site du cours. Donc si vous allez dans la partie des cours, vous avez la partie théorie des graphes ici, où vous allez retrouver toutes les fiches de TDTP. Et puis si vous regardez ici dans ce menu, vous avez une partie syllabes, où vous avez dedans donc l'onglet Metanet. Donc là, vous avez accès à la documentation pour démarrer avec Metanet. Donc je vous conseille d'essayer de refaire cette vidéo en suivant les étapes ici pour créer vos premiers graphes avec Metanet. Alors, bon, déjà, il faut démarrer Psychoslab. Donc voilà, la fenêtre se présente exactement comme la fenêtre syllabe de base. Et on va démarrer ici l'éditeur de graphes, donc avec la commande edit graph. Donc voilà, c'est cette fenêtre Metanet. Donc après, comment paramétrer? Alors il y a une première étape, normalement on peut paramétrer cette fenêtre avec l'onglet Settings. Ici, donc on peut choisir quelle sera la taille des sommets qui seront dessinés, quelle sera la taille de la fonte par défaut pour écrire les numéros de sommet, est-ce que les graphes seront orientés ou non orientés. Donc ici, normalement, il suffit de valider. Alors si vous êtes sous Windows, probablement vous aurez des problèmes avec ce menu, donc je vous conseille de sauter cette étape. Par contre, vous pourrez choisir ici dans Options, donc qu'est-ce qui sera affiché sur les graphes. Donc par exemple pour l'instant ici on va juste afficher les numéros de sommet quand on va créer un graphe, c'est tout. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à créer un graphe. Donc ça se passe ici dans le menu Edit. Vous créez, donc ici une fois que vous avez choisi New Node, à chaque fois que vous cliquez dans la fenêtre, vous allez créer un nouveau sommet. Donc par exemple ici je vais faire le graphe du TP1. Donc j'essaye de placer les sommets à peu près là où ils se trouvaient dans le sujet du TP1. Voilà. Donc voilà, j'ai ces 7 sommets. Alors ceux qui ne se rappellent plus, vous retournez dans le cours de théorie des graphes. Voilà, vous prenez le sujet du TP1. Voilà, c'est ce graphe-là que je suis en train de faire. Donc une fois que j'ai créé les sommets, je vais essayer de créer des arcs. Donc je vais essayer de reprendre. Donc vous cliquez sur un sommet, puis vous cliquez sur le sommet d'arrivée. Vous voyez, ça trace la flèche, sans plus de problème. Alors il faut faire attention à ne pas oublier d'arc. Alors si jamais vous cliquez 2 fois sur le même sommet, vous aurez aussi une boucle. Donc essayons de faire ça proprement. Et il doit me rester cet arc-là. Voilà. Donc là, visiblement, j'ai tout le graphe. Alors si ça me convient pas, je peux encore bouger des sommets là, avec Move Node, si je veux que ça ait l'air un peu plus droit là. Ici, on n'est pas obligé de passer très longtemps là-dessus, sur cette étape. Voilà, on va dire que là c'est bon. Alors si vous revenez à l'introduction à Metanet, normalement, là vous avez créé votre graphe dans la fenêtre d'édition. Alors si vous voulez le sauver, il y a une opération importante, on comprendra plus tard, c'est que en fait on n'a stocké que le minimum d'informations sur le graphe, donc il y a un certain nombre d'informations qu'il faut remplir par défaut. Ça se fait ici en cliquant sur Give Default Names. Si jamais vous ne faites pas cette étape, vous ne pourrez pas sauver votre graphe. Donc il faut valider, et une fois qu'on a validé, on va sauver le graphe. Alors moi je vais faire Save As. Alors attention à quel répertoire vous êtes. Moi je suis bien dans ce répertoire là. Donc je vais le sauver. Il faut impérativement mettre l'extension .graph. Sous Windows ça doit pas marcher sinon. Donc ici je vais l'appeler g1.graph le fichier. Voilà. Et maintenant normalement ce graphe est sauvé dans un fichier. Alors si je vais regarder ici, si je regarde, maintenant, j'ai bien un fichier, j'ai un .graph, donc qui a été créé dans ce répertoire.
Alors par contre, c'est peut-être pas mon répertoire courant d'où j'ai démarré. Donc si c'est le cas, donc ici aussi, si je fais ls dans Psychoslab, je vais retrouver ce graphe. Alors quel est l'intérêt de ce graphe? L'intérêt de ce graphe, c'est qu'on va pouvoir recharger un graphe dans Scilab en tant que variable et on va pouvoir travailler dessus. Alors pour le recharger, on a une commande qui s'appelle loadgraph. Donc il faut donner le nom du fichier. Alors il faut impérativement qu'il soit dans le répertoire courant, sinon ça ne marchera pas. Et là, le graphe est chargé dans Scilab. Si jamais vous vous trompez de nom ou que vous n'êtes pas dans le bon répertoire, hein, là je vais faire en changeant de nom. Donc là, vous faites ça, vous avez cette erreur ici. Scilab vous dit que le graphe n'existe pas. C'est normal, il ne trouve pas le fichier. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le graphe? Donc, alors, ici, c'est le graphe qu'on avait tout à l'heure. Si je fais new dans cette fenêtre, le graphe a disparu. Donc là, maintenant, grâce à la variable G1, je vais pouvoir réafficher le graphe. Il y a une commande qui s'appelle showGraph. Voilà, et je prends... Donc G1, c'est le nom de la variable dans laquelle j'ai stocké le contenu du fichier. Et maintenant, quand je fais showGraph, eh bien, ça me réaffiche le graphe. Donc je vais avoir toutes les données du graphe qui sont contenues maintenant dans une variable Scilab. Alors c'est une variable qui a un type particulier. Si vous demandez à Scilab quel est le type de cette variable, il vous dit c'est une variable de type graphe. Et une variable de type graphe, c'est une variable très compliquée. Si j'essaye de l'afficher, donc vous avez tout un tas d'informations qui vont s'afficher ici. En fait, un graphe, c'est une structure de données qui est composée de tout plein de matrices. En fait, il y en a même 34. Donc c'est assez compliqué à explorer. Alors, ces 34 propriétés sont définies... elles sont définies dans le document d'introduction à Metanet. Donc vous allez trouver ici pour chacune de ces données donc son nom, un numéro d'ordre, quel type de données elle contient et puis une description. Alors grosso modo, toutes les données sont de type string, c'est-à-dire chaîne de caractères, ou constante, c'est-à-dire des nombres. Et ces tableaux de différentes tailles vont définir tous les détails du graphe. Alors je vais prendre un exemple. Comment est-ce qu'on peut accéder à ces propriétés? Si je prends par exemple la 5e propriété, donc voilà, il s'agit d'un tableau qui contient des nombres. Donc c'est ce tableau, un vecteur de ligne avec des numéros de sommet. Et on peut aussi l'appeler en utilisant son nom qui est tail. D'accord? Donc vous voyez, si vous faites G1 de 5 ou G1.tail, vous obtenez la même chose. C'est en fait le 5e tableau qui se trouve ici. Donc vous voyez, le 5e tableau qui a été affiché, c'est celui-là. Alors évidemment, hein, quand je vais charger un graphe, hein, si je veux pas que toutes ces données s'affichent à l'écran, c'est pour cette raison que je mets un point virgule ici pour éviter l'affichage du graphe, sinon ça va surcharger mon affichage. Alors on va voir que le plus simple pour accéder à ces données, c'est les noms de champs, hein, parce qu'ils vont tous avoir un sens qui va être assez facile à retenir. Alors tout ça est décrit à la fin. Alors il y a un nom de champ qui est un peu particulier, c'est le premier. Donc en fait c'est celui qui décrit la structure de graphe. Donc il s'appelle, donc si vous prenez, si vous faites afficher, en fait c'est une variable, c'est un tableau de chaîne de caractères qui contient tous les noms des autres champs. Donc ça peut être utile si vous vous rappelez plus des noms des autres champs pour les afficher. Les champs qu'on a ensuite, les champs de 2 à 6, sont les champs les plus importants, puisque c'est ceux qui permettent de définir le minimum d'informations pour un graphe. Donc par exemple, il y en a un qui s'appelle name, donc c'est le nom du graphe. Ici il s'appelle G1, c'est parce que quand on a sauvé le graphe, on l'a sauvé dans un fichier qui s'appelait g1.graph. Après on en a un autre, qui s'appelle directed, qui est un nombre. Donc ici directed vaut 1, et d'après ce qui est écrit dans la documentation, donc si c'est égal à 1, c'est un graphe orienté, si c'est égal à 0, c'est égal à un graphe non orienté. Alors on peut le voir tout de suite, si jamais on lui donne la valeur 0, donc il ne se passe rien dans la fenêtre graphique, mais si jamais je réaffiche mon graphe dans la fenêtre graphique, eh bien c'est devenu un graphe non orienté, il n'y a plus de flèche. Et si je remets G1.directed à 1, et que je raffiche mon graphe, ça y est, il a retrouvé ses arcs. Bon, la propriété suivante est aussi très importante, on aura souvent besoin, c'est nodeNumber, donc comme son nom l'indique, c'est le nombre de sommets. Donc ici, nodeNumber vaut 7, je vois bien qu'il y a 7 sommets dans ce graphe.
Les deux suivantes vont être très importantes et assez compliquées à utiliser. Donc elles s'appellent g1.head et g1.tail. Alors quand je les affiche, je vois des séries de nombres ici. Et qu'est-ce que c'est? Donc ces deux listes contiennent les numéros de sommet des origines et des extrémités des arcs. Alors si vous regardez, par exemple, dans g1.tail, vous avez 1 ici et dans head, vous avez 3. C'est parce que le premier arc que j'ai tracé tout à l'heure, c'était l'arc 1,3. Puis après, j'avais tracé l'arc 3,7. Et bien, c'est 3 et 7 qui sont après. Puis après, il y a 7,6. Donc c'est 7,6 qui est là. Et le dernier arc que j'avais tracé, si vous reprenez cette vidéo au début, vous verrez, c'est 2,3 qui est tracé ici. Donc il faudra bien retenir que pour parcourir les arcs, il faut en fait faire un parcours de ces deux matrices en même temps, et donc ça se fait avec un indice quelque part. Ce qui est important, c'est de retenir le numéro qui est associé à chaque arc, c'est-à-dire sa position dans ces deux matrices. Donc ça, c'est les informations minimales pour définir un graphe. Après, il y en a plein d'autres. Donc on ne va pas toutes les retenir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a tout un tas dont le nom commence par node. Donc celles dont le nom commence par node, ce sont des propriétés qui sont associées au sommet. Donc à chaque fois, ce sont des matrices qui ont 7 cases, et chaque case contient l'information du sommet qui a le même numéro. Alors il y en a deux très importantes qu'on verra plus tard, c'est node x et node y. Donc si vous regardez ces deux données, ce sont en fait les coordonnées xy de chacun des sommets. C'est ça qui permet de les placer. En fait, c'est ce qu'on a choisi en cliquant dans la fenêtre quand on a déposé les sommets. Il y en a une autre qui est très importante, c'est node color, on l'utilisera en TP, c'est la couleur de chaque sommet. Alors ici, toutes les couleurs sont à 1, on verra qu'il y a une table des couleurs un peu plus loin avec la couleur 1, c'est le noir. Si je décide de changer la couleur du troisième sommet et de la mettre à 5, donc quand je fais ça, il ne se passe rien dans la fenêtre graphique, mais si je réaffiche mon graphe, ben maintenant le sommet 3 est de couleur rouge. Et si je rechange ça en la couleur 1 et que je réaffiche, il est redevenu noir. Alors de la même manière, on a tout un tas de propriétés dont le nom commence par edge. Donc ça, edge, ça veut dire arête en anglais, donc ça va être des propriétés qui sont associées aux arêtes. Alors, il faut là encore re-regarder ce qu'on avait tout de suite pour g1.head et g1.tail. On sait que c'est ça qui contient les différentes arêtes. Donc si j'affiche en parallèle g.edgeColor, donc vous voyez, en fait, il y a autant de 1 dans g.edgeColor qu'il y a d'arêtes. Donc chacun de ces 1 correspond à la couleur d'une des arêtes. Alors si je décide de changer une valeur dans une des cases de g.edgeColor, donc par exemple je vais changer la troisième, je vais la mettre à 5, ce qui correspond à la couleur rouge, là on l'a vu tout à l'heure. Donc quand je fais ça, il ne se passe rien, mais si je raffiche mon graphe, vous voyez qu'il y a un arc qui a été colorié en rouge. Donc si je regarde ici, si j'affiche toutes les matrices ensemble, je vois que l'arc qui a été colorié en rouge, c'est celui qui est en troisième position, c'est bien l'arc 7,6. Voilà. Et si je veux revenir à mon graphe de départ, ici, je remets la couleur 1, et quand je réaffiche, hop, ça y est, il est redevenu 1. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme qu'il faut comprendre pour la gestion des arcs et des arêtes. Bon, après, il reste quelques propriétés. Donc, il y a les propriétés labels, qui sont des propriétés qui ne peuvent pas être sauvegardées dans le fichier .graph, donc on n'en parlera pas. Il y a des propriétés, par contre, qui ont ici un nom qui commence par default. En fait, ce sont des valeurs par défaut. Alors, une que j'utiliserai parfois, c'est default font size. Donc comme son nom l'indique, c'est la taille par défaut de la fonte qui est utilisée pour écrire par exemple les numéros de sommet. Donc si je la passe à 18 et que je réaffiche mon graphe, vous voyez, c'est dessiné en beaucoup plus gros. Si vous reprenez la vidéo au début, vous verrez que j'avais fixé les paramètres de ma fenêtre graphique pour fixer cette taille à 12 tout à l'heure. Et donc si je reviens à 12, c'est réécrit ici en plus petit. Donc ça, ce sont les informations sur les propriétés d'une variable graph. Donc tout ça est réexpliqué ici, je vous conseille de refaire ces exemples. Ensuite, on a aussi dans MetaNet donc des fonctions qui permettent de modifier ou d'accéder à certaines informations des graphes. Alors, il faut faire attention, la syntaxe des fonctions en syllabes, c'est la même que celle... D'ailleurs, on a déjà vu deux fonctions qui
qui influe sur les graphes, hein, c'est loadGraph et showGraph. Donc quand on veut appliquer une fonction à un graphe, hein, c'est pas la même syntaxe qu'en Java. On va pas faire le nom de la variable qui contient le graphe point le nom de la méthode. Hein, on va faire le nom de la méthode, hein, c'est ce qu'on appelle une fonction en mathématiques, et puis entre parenthèses, le graphe auquel ça s'applique et éventuellement d'autres paramètres. Donc quelques petits pièges. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait une propriété nodeNumber dans le graphe G. Il y a aussi une fonction nodeNumber, donc qu'on peut appliquer au graphe G, qui va calculer évidemment le nombre, alors ici c'est pas G, c'est G1, donc qui va calculer le nombre de sommets, donc c'est bien la même chose. Alors de la même manière, on a une fonction edgeNumber, donc qui permet de calculer le nombre d'arêtes. Alors edgeNumber, elle permet de calculer à la fois le nombre d'arêtes ou d'arcs suivant que le graphe est orienté ou pas. Hein. Donc si je refaisais ici un graphe non orienté, par exemple je vais copier G1 dans une autre variable, et puis G2, je vais mettre sa valeur pour directed à 0. Donc ça, si j'affichais ce graphe là, donc c'est un graphe non orienté. Alors si je calcule g.edgeNumber, enfin edgeNumber pour G2 plutôt, c'est bien 12. Voilà. Alors il y a aussi une fonction arcNumber, donc qui calcule le nombre d'arcs. Alors si je l'applique à G1, je trouve bien 12, mais si jamais je l'applique à G2 qui est non orienté, je trouve 24. Alors c'est normal, c'est parce que dans un graphe non orienté, les arêtes sont considérées comme des doubles arcs, donc il y a 2 fois plus d'arcs dans ce cas-là. Donc en général, on essaiera plutôt d'utiliser edgeNumber pour éviter de se tromper. Alors, quelques autres fonctions intéressantes, des fonctions qui permettent de trouver les successeurs et les prédécesseurs d'un sommet. Donc je vais re-afficher mon graphe G1, ici, qui est orienté. Donc si je cherche les prédécesseurs du du sommet 2 dans le graphe G1, voilà. Donc ici, je vois que c'est 6 et 7. Donc c'est bien ici, 6 et 7, les deux seuls sommets qui pointent vers 2. Si je veux les successeurs, donc la fonction s'appelle successors. Donc là, je trouve 1, 5 et 3. On voit bien ici, les 3 flèches qui sortent de 2, elles vont vers là. Alors il y a aussi une troisième fonction qui s'appelle neighbors, donc qui va donner les voisins. Donc les voisins, c'est à la fois les prédécesseurs et les successeurs. Donc là, on les retrouve tous les 5. Alors si maintenant j'essaye de réappliquer ça à un graphe non orienté, donc là il est là, si j'essaye de calculer les prédécesseurs du sommet 2 dans le graphe G2, là j'ai une erreur. Et Scilab me dit attention, le graphe doit être orienté. Donc sinon ça n'a pas de sens. Ça sera exactement pareil pour les successeurs. Hein, il ne peut pas y avoir de successeurs dans un graphe non orienté. Par contre la notion de voisin, elle aura un sens. Et là, on va bien retrouver les sommets 1, 3, 5, 6, 7. Une fonction qui n'est pas décrite ici dans l'aide, mais qui est importante à se rappeler, c'est la fonction noteDegrees, qui est aussi associée aux successeurs et aux prédécesseurs. Donc si vous ne savez pas comment l'appeler, il faut aller revoir dans l'aide. Alors je vous montre cette page d'aide parce qu'il y a une faute dans cette page d'aide. Donc la fonction s'appelle noteDegrees et pas graphDegree. Ceci dit, la syntaxe d'appel est la bonne. Hein. Donc cette fonction calcule les degrés entrants et sortants de chaque sommet. Donc si on veut ici la calculer, donc je vais appeler D plus le degré sortant, hein, outDegree, D moins le degré entrant. Et donc je vais calculer ça sur le graphe G1. Donc ça me calcule deux matrices. Alors je vais rafficher le graphe pour qu'on voit en parallèle ce que ça fait. Donc voilà, ces deux matrices, si vous regardez, pour chaque sommet, elles donnent les degrés. Donc par exemple pour le sommet 1, le degré moins, c'est-à-dire le degré entrant, c'est 2. C'est normal, il y a 2 arcs qui rentrent en 1 et il y en a un qui sort de 1. Donc si le degré plus est égal à 1. Inversement, pour le sommet 2, le degré plus est égal à 3, hein, c'est les 3 arcs qui sortent ici, il y a 2 arcs qui rentrent, donc le degré moins est égal à 2. Alors si on se place dans le cas d'un graphe non orienté, qu'est-ce qui se passe? Donc ici pour G2 c'est non orienté, donc j'applique cette fonction là à G2, qu'est-ce que je vois? C'est les mêmes degrés à chaque fois. En fait ce degré
c'est le degré total. C'est-à-dire que ici, pour un sommet 2 ici, il y a 5 arêtes qui sont connectées, donc son degré c'est 5. Alors évidemment, la syntaxe là n'est pas très adaptée, puisqu'il n'y a qu'un seul degré dans le cas d'un graphe non orienté. Donc on pourrait se contenter d'écrire D égale note digris de G2, et dans ce cas-là, ça récupère une seule matrice avec les degrés de chaque sommet. Alors si par contre vous êtes avec un graphe orienté, et que vous recalculez les degrés entrants et sortants, si vous voulez calculer le degré total, c'est juste la somme des degrés entrants et sortants, donc ça se fait très facilement en syllabes en additionnant les matrices terme à terme. Donc vous voyez, on retrouve la même valeur. Quelques autres fonctions sur les graphes, hein, donc qu'on utilisera plus tard. Donc on peut rajouter ou enlever des arcs à un graphe, ou ajouter ou enlever des sommets. Donc par exemple, je vais le faire sur le graphe G1. Donc je vais faire add node pour ajouter un sommet. Donc si je prends le graphe G1, alors le résultat de cette fonction, ça va rajouter un nouveau sommet. Donc nouveau sommet qui va avoir ça va créer un nouveau graphe. Donc c'est pour ça que je vais le stocker dans une autre variable pour pas écraser mon graphe. Et donc si je veux voir le résultat, je fais show graphe de G. Voilà, donc vous voyez, il y a un sommet en plus qui est apparu, 8. Alors pourquoi est-ce qu'il est apparu là? Si vous faites g.nodex et g.nodey, eh bien vous voyez que les coordonnées du dernier sommet sont 0 et 0. Donc c'est en fait ici le point 0, 0. Si j'avais voulu le créer avec d'autres coordonnées, il suffit de les donner, c'est un paramètre supplémentaire, donc je ne sais pas trop quels sont. Ici je vois qu'en Y, la valeur moyenne c'est à peu près 0, je vais laisser 0 en Y, et puis en X je vais le mettre au plus loin possible à droite, donc je vais dire un peu plus de 200, je vais dire 250, voilà. Donc si je fais ça, le sommet 8 devrait être placé par là. Donc je le fais, et puis j'affiche le graphe. Voilà, il se trouve effectivement ici. Alors je continue, si maintenant je veux rajouter, par exemple, donc ce sommet c'est le sommet numéro 8, si je veux lui rajouter un arc dessus, par exemple je vais faire add, donc c'est add edge, donc un arc qui va aller, on va dire, de 8 vers 5, par exemple. Alors je prends dans le graphe G, puisque c'est le nouveau graphe que j'ai créé. Donc je fais ça, je réaffiche mon graphe, et ben voilà, j'ai créé un nouvel arc. Alors de la même manière, hein, je peux créer une boucle. Alors les boucles, attention, elles sont toutes petites, hein, je vais l'afficher. Vous voyez, il faut faire attention de bien les voir, elle est là. Alors si maintenant je veux détruire un de ces arcs, et bien ici je vais faire par exemple delete arcs. Hein. Donc delete arcs. Alors il faut donner entre parenthèses le nom de l'arc, donc je vais dire l'arc 8.5 par exemple. Et maintenant quand je réaffiche, hop, il n'y a plus cet arc. De la même manière, je peux détruire un sommet, ça s'appelle delete node, j'ai pas dû le mettre ici. Donc si on n'est pas sûr, oui, je n'arrive plus à voir ma fenêtre d'aide. Bon, c'est pas grave, donc ça doit s'appeler delete nodes. Donc il faut donner le numéro du sommet, par exemple ici c'est 8, le nom du graphe dans lequel on le détruit, et puis donc il faut recréer un nouveau graphe. Hein, il faut récupérer le graphe créé en sortie. Donc si je fais ça et que je raffiche mon graphe, donc là il n'y a plus le sommet 8 et ça détruit en même temps tous les arcs qui sont connectés au sommet 8, forcément. Voilà, donc ça ce sont les principales fonctions. On en utilisera certaines au cours des prochains TP. Et je vous conseille de retravailler un petit peu cette documentation pour être bien à l'aise avec Scilab. Vous avez en plus quelques exercices ici qui consistent à recoder quelques fonctions simples à partir des indications qui sont données. Et vous avez les corrections pour vous aider à corriger vos erreurs.